Nous sommes là réunis autour de la session parallèle numéro 8, intitulée Axe représentation et pratique, contextes ruraux et éloignés. Et donc, je suis Émilie Montagnier, sociologue à l'Université de La Réunion, et c'est moi qui ai le plaisir de modérer votre session. Donc, nous allons écouter Julien Joanny. La capsule va bientôt débuter, on peut vous attendre. De l'Université de Guyane. Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui du cas de la situation des jeunes autochtones des communes de l'intérieur de Guyane. Je suis socio-anthropologue, chercheur associé au sein du laboratoire Minéa de l'Université de Guyane, mais mon engagement professionnel principal concerne l'association La Critique, basée en Guyane. La structure mène depuis plusieurs années une démarche entre recherche et action en direction des jeunes issus des communautés autochtones des grands fleuves frontières de Guyane française, à savoir l'Oyapock à l'est et le Maroni à l'ouest. Nous inscrivons au croisement des sciences humaines et sociales et de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'en parallèle aux travaux de recherche spécifiques, études, évaluations, etc., nous mettons en place des actions et dispositifs à destination des jeunes, majoritairement les 16-25 ans de Kamopi et Maripasoula. Bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais globalement, c'est sur la base des travaux, des missions de cette association que le présent propos va s'appuyer. Parce que du coup, nous avons pu recueillir un certain nombre de données et de témoignages au travers de ces actions-là. D'ailleurs, d'un point de vue méthodologique, notre approche est essentiellement qualitative et s'appuie notamment sur les 14 séjours organisés avec des groupes mixtes de 5 à 12 jeunes de 16 à 25 ans et les 21 immersions dans le Haut-Yapok ou le Haut-Maroni. Nous avons pu recueillir la parole de 50 parents d'élèves, de 50 acteurs du territoire, associations, autorités coutumières, institutions, et de 127 jeunes de 15 à 25 ans, 73 garçons, 54 filles. Jeunes présentant des situations diverses, encore scolarisés au lycée, un décrochage scolaire, et même des jeunes diplômés mais sans activité. Alors, concernant ces jeunes, ce qui va nous intéresser surtout, tant du point de vue de la recherche que a fortiori de l'accompagnement, c'est la question des parcours, avec une réflexion sur les spécificités territoriales qui sont susceptibles d'influer sur ces parcours. J'entends l'idée du territoire en ses différentes dimensions, géographiques, culturelles, sociales, administratives, politiques, etc. Il sera nécessaire d'ailleurs, dans un premier temps, de préciser les réalités des villages dont sont issus les jeunes. Partant de cette description, nous pourrons appréhender les parcours scolaires des jeunes ainsi que les conséquences des ruptures de parcours une fois les jeunes de retour au village. Alors, le contexte territorial, il s'agit de Kamopi, de Trois-Sauts à l'est, et des villages de Maroni à l'ouest. Villages à savoir Elae, Kayode, Talouin, Twinke, Antekumpata et Pidima, tous situés sur la commune de Maripasoula. Alors, le premier élément à prendre en compte pour comprendre la situation se résume à un seul mot, enclavement. Enclavement. Tout d'abord, il s'agit de communes non routières, qui ne sont pas accessibles par la route, un peu à l'image du cirque de Mafate et la Réunion. Ces communes sont coupées du littoral et des villes par la forêt amazonienne. On peut se rendre dans les bourgs, Kamopi, Maripasoula par voie aérienne, mais le seul moyen d'aller dans les villages, c'est la pirogue. Pirogue sur des portions de fleuves qui sont considérées comme non navigables, en raison des multiples rapides, qu'on appelle sauts, qui en saison sèche, comme en ce moment, peuvent apparaître comme des murailles infranchissables. Par exemple, il y a moins d'un mois, j'étais à Antekumpata et sur le chemin, la pirogue, elle a touché à plusieurs reprises la roche, ce qui n'est pas très rassurant. Et de fait, l'eau n'a pas cessé de baisser depuis, ce qui fait qu'un village comme Pidima, par exemple, est quasiment inaccessible à l'heure actuelle. Alors, cet enclavement n'est pas que géographique. Notre constat s'impose, celui de l'inégale présence, voire de l'absence quasi totale de services publics dans ces villages. Cette présence se résume parfois à l'école. À cela s'ajoute une couverture réseau capricieuse, tant pour les téléphones que pour Internet. Et à l'heure de la dématérialisation des démarches administratives, une problématique centrale pour les habitants de ces territoires est celle du non-recours aux droits et aux services. Santé, assurance maladie, CAF, impôts, pièces d'identité, services publics de l'emploi, etc. Donc pour la définition du non-recours, je renvoie aux travaux du laboratoire Audenor et notamment de Philippe Varin. Alors, certains acteurs et dispositifs, à l'image de la Pirogue France Service sur l'Oyapock, tentent à réduire cette fracture administrative et sociale, mais l'écart reste important. Cet écart est aussi nourri par les dimensions linguistiques et culturelles. Le français est la langue de l'école et de l'administration, mais dans les familles, on ne parle pas le français. Et dans certains villages, les habitants de plus de 45 ou 50 ans n'en ont quasiment aucune maîtrise. La plupart des entretiens réalisés avec les parents d'élèves, par exemple, ont nécessité un travail de traduction. Si on est à Trois-Sauts, on parle le Wayampi. Si on est à Kamopi, on parle le Teko ou le Wayampi.
Si on est sur le Haut-Maroni, on parle la Palaï, le Teko, le Wayana et parfois le Tirio. Par ailleurs, malgré un processus d'acculturation certain, passé notamment par les étapes de sédentarisation, d'évangélisation, le géographe Jean Ayrault parlait d'ailleurs de francisation, terme repris par une mère de famille de Talouane lors d'un entretien récemment. Alors, malgré tout ça, il est toujours possible de qualifier le mode de vie de traditionnel, que ce soit au niveau des pratiques févrières, par exemple avec l'importance de la culture sur Abatier-Brully, avec le rôle central du manioc, la chasse, la pêche, les pratiques artisanales, artistiques, et même dans la vie quotidienne, où on va se laver dans le fleuve, par exemple. Alors, cette dimension culturelle se retrouve aussi au niveau éducatif. Il s'avère que le modèle de l'éducation nationale est aux antipodes du mode d'apprentissage de socialisation traditionnel, étant lui basé plutôt sur l'observation, l'imitation et l'expérience du rapport à la nature. Je renvoie sur ce point un article de 2012 où Rudika Alinkai, Sandrine Jones et Maurizio Ali présentent les écosystèmes éducatifs des Wayana et des Wayampi. Eric Navet a aussi évoqué cette question à propos des Teko. En parlant de l'école républicaine, un chef coutumier d'un village du Haut-Maroni déclarait « Ce mode éducatif, c'est pas notre culture. Je ne vais pas avoir le temps d'aborder le processus historique de scolarisation des enfants autochtones en Guyane, parce qu'il faudrait évoquer notamment le rôle des hommes indiens, et ça risquerait de durer trop longtemps. Sur ce sujet, la journaliste Hélène Ferrarini a réalisé une enquête en lien avec les militants autochtones. Il faut citer aussi le travail d'Olivier Meunier, qui a réalisé un focus sur les cas d'Antekum Pata et d'Awala Yalimapo, commune Kalinia du littoral. De fait, il apparaît que l'implantation de l'éducation nationale est plus récente dans les communes de l'intérieur, avec des ouvertures d'écoles dans les années 70-80 notamment, et même en 91 pour Kayodé et 96 pour Pidima. Alors, partant de ce contexte général, qu'en est-il des trajectoires des jeunes autochtones des communes de l'intérieur? Comme nous allons le constater, il s'avère que les parcours scolaires de ces jeunes sont empêchés, ou du moins freinés par un certain nombre de facteurs. J'évoque là le phénomène du décrochage scolaire. Pour en saisir l'ampleur, prenons un chiffre concernant Akamopi. Dans cette commune, 70% des plus de 15 ans non scolarisés n'ont aucun diplôme, et y compris n'ont pas le brevet du collège. Sachant que, de fait, Akamopi, c'est une population plutôt jeune, les plus de 45 ans ne représentant que moins de 15% de l'ensemble. Ces données sont de l'INSEE. Alors, à quel moment du parcours il y a rupture? Il se trouve que les premières années scolaires se déroulent finalement plutôt bien, dans de bonnes conditions pour les enfants des villages, hormis quand les salles de classe tombent en ruine comme ce fut le cas à la Trois-Sceaux. De fait, les enfants s'inscrivent dans une double temporalité. L'école le matin, la vie familiale traditionnelle le reste de la journée. À l'école, ils peuvent aussi parler dans leur langue à travers le dispositif ILM, intervenant en langue maternelle. C'est après le CM2, à partir du collège, que les parcours se compliquent et que la question de la scolarisation de ces jeunes devient particulièrement sensible. Alors, si la plupart des décrocheurs arrêtent leur scolarité pendant le lycée, d'autres l'ont stoppé dès le collège. Alors, pour comprendre ce phénomène, il importe de considérer divers éléments qui participent à faire de l'expérience scolaire de ces jeunes une expérience négative, c'est-à-dire qui fait rupture par rapport aux horizons d'attente, comme le dirait Goffman. Le principal obstacle à la scolarisation est l'éloignement entre les villages d'origine des jeunes et les établissements de secondaire, notamment les lycées. De là découlent des problèmes concernant la mobilité et l'hébergement des élèves. D'autres freins viennent émailler les parcours, blocage administratif, problèmes financiers, orientation subie, violences scolaires et situations personnelles spécifiques, grossesse précoce, deuil, etc. Je n'aurai pas le temps d'évoquer tous ces points. Mais sachant qu'il est difficile de hiérarchiser ces différents éléments, tant les parcours donnent à voir des situations complexes au croisement de différentes problématiques sociales, avec comme dénominateur commun cette idée d'éloignement. De fait, à part Akamopi où il y a un collège, les enfants des villages isolés doivent quitter leur famille dès la 6e, en direction de Maripasoula pour les enfants du Haut-Maroni ou de Saint-Georges pour ceux de Trois-Sceaux. Poursuivre au-delà de la 3e implique d'aller forcément sur le littoral où sont implantés la totalité des lycées. Cet éloignement, est-ce qu'il représente en termes de coûts financiers effectifs, est particulièrement mal vécu par les jeunes. Les jeunes doivent se couper de leur famille et de leur village et s'adapter à un autre mode de vie sans forcément y être préparés. Alors, quels sont les principaux facteurs de décrochage scolaire? Alors, déjà, la question des parents, qui ne sont pas forcément des ressources toujours pour les jeunes dans leur parcours et quand un problème surgit. Parce que effectivement, ils sont souvent un peu dépassés par le modèle scolaire et administratif français et qui n'ont pas de prise sur leurs enfants et l'éducation. Et notamment par rapport à la question du français, de la maîtrise du français.
En fait, les enfants sont souvent apparaissent plus compétents que leurs parents là-dessus. Et par exemple, sur les choix d'orientation, les parents ne peuvent pas trop aider, et les jeunes eux-mêmes sont bien souvent perdus en raison de la méconnaissance des filières et du flou quant à leurs envies. À cet âge-là, c'est normal. Et du coup, c'est surtout le conseil des professeurs, voire la réputation des établissements, ceux qui ont plutôt une bonne ambiance, qui vont définir les choix des jeunes, qui se portent de fait plutôt vers des filières professionnelles. En tout cas, ce qui va définir leur affectation, c'est plutôt le nombre de places que leurs envies. Donc je l'ai évoqué aussi, le fait d'aller étudier sur le littoral, ça représente un coût financier pour les parents. Sachant que y a une problématique aussi au niveau des bourses. Pour avoir les bourses, il faut avoir déclaré les impôts et c'est pas toujours évident pour les parents. Donc les manques d'argent est souvent une raison évoquée par les élèves pour expliquer une fin de scolarité. Dans cette même idée du non-recours au droit, il s'avère que dans l'Ouest guyanais, par exemple, se pose depuis plusieurs années le problème de l'état civil, de l'obtention des pièces d'identité, tout simplement. D'ailleurs, il y a un rapport de la Ligue des droits de l'homme en 2015 à ce sujet. Voilà, du coup, on a plusieurs cas de jeunes, effectivement, qui sont bloqués dans leur parcours scolaire, voire qui sont en décrochage par rapport au fait qu'ils n'ont pas pu obtenir une pièce d'identité ou même tout simplement un certificat de nationalité ou ce genre de document. Alors, de fait, le principal problème, conséquence de l'éloignement géographique, c'est la question du logement des lycéens issus des villages. En effet, n'ayant pas forcément de proches vivant sur le littoral, les jeunes font appel aux solutions institutionnelles pour se loger, à savoir l'internat ou le dispositif des familles hébergeantes piloté par la collectivité territoriale de Guyane, la CTG. Concernant l'internat, la question financière est de fait un frein pour l'inscription. Les parents doivent verser une somme importante alors que la question des bourses n'est pas réglée. Le fait que la plupart des internats soient fermés les week-ends est aussi un problème. Du coup, l'autre solution, c'est le dispositif des familles hébergeantes, qu'il faut bien différencier des familles d'accueil de l'aide sociale à l'enfance. Hein. C'est pas la même chose. Donc, du coup, concernant les familles hébergeantes, c'est un dispositif dans lequel les jeunes sont logés chez des particuliers. Donc, particuliers qui, en contrepartie d'une indemnisation, 500 € par jeune et par mois, pour être précis, de fait, ils ont la charge de l'hébergement des jeunes et doivent fournir le gîte et le couvert, mais aussi aider les jeunes dans leur scolarité. Alors pour ce faire, ces familles, ces particuliers sont censés être formés et contrôlés. Donc les jeunes ont évoqué le cas de familles bienveillantes et qui jouent bien leur rôle. Par contre, il y a souvent des témoignages qui pointent des dysfonctionnements. Des jeunes mal nourris, confinés à les tâches ménagères, sujets de brimade, empêchés dans la réalisation de leurs devoirs, voire dénigrés dans leur culture. Je n'évoquerai pas les cas les plus graves. Donc beaucoup de jeunes ont expliqué avoir décroché suite à des problèmes de ce type. Voilà. Je pourrais aussi évoquer le cas du harcèlement scolaire, des violences au sein ou à proximité des établissements. Donc c'est effectivement, les jeunes sont souvent victimes parce que de fait ils sont isolés. Les parents ne sont pas des ressources par rapport à aussi vu que par rapport à ces problématiques parce que leurs parents sont à l'autre bout de la Guyane et ils peuvent difficilement agir. Voilà. Bon. Il y a aussi des cas plus spécifiques. Hein. On pourrait parler des grossesses précoces. En Guyane, c'est une problématique assez particulière. Avec, d'après le réseau Périnat, d'ailleurs, il y a 10 fois plus de grossesses chez les mineurs qu'en métropole. Et l'écart est encore plus grand pour les moins de 15 ans. Donc je renvoie là-dessus d'ailleurs un article consacré au lien entre grossesse adolescente et scolarité en Guyane dans le numéro 94 de la rue Agora Débat Jeunesse. Voilà. Il y a aussi de fait des phénomènes de résistance de la part des jeunes parce que ils sont isolés, ils sont éloignés de leur village. Et du coup, le cadre scolaire s'impose un peu à eux. Ça va nourrir une certaine défiance qui va provoquer parfois une certaine forme d'irrévérence, voire des conneries, comme disent même les jeunes, qui vont provoquer l'exclusion. Mais ça, on le retrouve aussi par ailleurs hein, dans le territoire. Par exemple, c'est Séverine Despoilly qui travaillait sur les territoires ruraux en Hexagone, qui parle de mise en distance. Clément Réversé aussi parle de désamour de l'école. Voilà, pareil sur les territoires ruraux. Voilà. Dans tous les cas, si les jeunes peuvent prétexter des raisons administratives, familiales ou économiques, le fait d'arrêter l'école représente pour la plupart un choix plus ou moins affirmé. En l'occurrence, c'est bien souvent en période de vacances scolaires que se prend la décision de ne pas retourner à l'école. Et il s'avère que c'est dans le même contexte que surviennent souvent les suicides des jeunes scolarisés. Alors, que font les jeunes une fois revenus au village?
Alors, si on leur pose la question, la réponse sera rien. Témoignage d'un ennui ressenti plus que réel, parce que de fait, des activités, il y en a, hein, que ce soit la chasse, la pêche, la bâtie, le sport aussi. Alors, ce que traduit cet ennui, c'est notamment le caractère étouffant de la vie au village, avec les commérages, les familles complexes, les mariages arrangés aussi. C'est surtout vrai pour les jeunes femmes, en première ligne face aux rumeurs et à la pression familiale, chose qu'a pu noter Yael Menghi sous d'autres latitudes, d'ailleurs. Du coup, cet ennui va être nourri par deux sentiments, la honte, l'échec, deux termes qui apparaissent souvent dans leurs propos, parce que le fait d'avoir mis un terme à son parcours scolaire, d'avoir subi sa scolarité, et de rentrer au village sans forcément de perspective, participe à la dévalorisation de soi. Du coup, ce qui transparaît parfois dans les propos, c'est une certaine forme de désespoir, qui va nourrir la fatalité, une réalité qui n'évolue pas, une réalité qui s'appelle la galère. Et cet ennui témoigne aussi du rapport ambigu que les jeunes entretiennent avec leur communauté et leur territoire d'origine. Sur le littoral, ils ont découvert un autre monde. L'appropriation de certaines pratiques culturelles, cultures urbaines, réseaux sociaux, et leur style vestimentaire témoignent d'une adhésion à un mode de vie plus urbain. Il en résulte pour les jeunes une difficulté à reconstruire leur place dans la communauté. Cette dévalorisation, associée parfois à du ressentiment, peut se traduire par certaines formes de violence ou de dérive. Au-delà des incivilités, bagarres, menaces, ou même de pratiques délinquantes, donnant lieu parfois à des conséquences judiciaires, ce sont les violences intimes, bien souvent nourries par les addictions, dont il est question, au sein des familles, des couples et contre soi-même. Cette épidémie de suicide chez les jeunes autochtones, évoquée dans un rapport parlementaire en 2015, et dont nous sommes toujours témoins, en est une dramatique illustration. Ont été publiés en 2020 les résultats d'une épidémiologie descriptive des suicides et tentatives de suicide. Pour les chiffres, je vous renvoie à cette étude réalisée pour Santé publique France. Pour moi, ce n'est pas une question statistique. Ce que je peux dire, c'est que je ne connais aucun jeune qui ne soit pas lié de près ou de loin à ce problème. Enfin, je ne vais pas donner d'exemple, pas de faire dans le pathos, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de tentatives et qu'il y en a qui réussissent. Toutefois, au-delà de la fatalité, les jeunes peuvent aussi témoigner d'une réelle capacité à réinvestir leur territoire et à se remobiliser dans leur parcours. En ce sens, leur retour au village ne présente pas le caractère univoque de la vulnérabilité. Cette dernière, même si elle est réelle, n'empêche pas d'habiter le territoire et d'y participer. Même si cela est parfois vécu comme une contrainte, les jeunes ne rechignent pas à participer aux activités vivrières, la bâtie, la chasse, la pêche, certains témoignant même d'un intérêt pour les pratiques artisanales, la vannerie, le tissage. Les jeunes autochtones des villages isolés de Guyane, malgré la complexité du territoire et leur parcours scolaire empêché, peuvent aussi s'inscrire dans un processus d'empowerment qui s'institue notamment au travers de démarches d'engagement local. En effet, émergent des actions collectives liant les jeunes entre eux, à l'image de l'organisation des entraînements sportifs et la planification de tournois. C'est aussi le domaine artistique qui est investi. Par exemple, la musique, où des chanteurs et des DJ s'organisent, se cotisent pour enregistrer des morceaux, développer des studios amateurs ou animer des fêtes. Ces pratiques sportives ou culturelles, qui dépassent le simple cadre du loisir, sont une manière de participer à l'animation de la vie locale, tout en partageant sa passion avec ses pairs. Je pourrais évoquer aussi ces jeunes qui ont créé une association qui vise à favoriser le développement de leur village. Par ailleurs, parmi les jeunes interrogés, 38 ont réalisé une mission de service civique, dans les écoles, les associations, etc. Et au-delà, certains ont pu participer à des expériences de volontariat international, chantier solidaire, service volontaire européen. Donc cet engagement apparaît comme une expérience individuelle, inscrite dans une trame collective, qui participe d'une logique de construction de parcours. De plus, il s'avère que cet engagement est visible par les pairs, les parents, les acteurs, et ça, les jeunes en ont conscience. Au-delà, peut s'observer la construction de carrières, dans le sens interactionniste du terme, au travers desquelles les jeunes vont mobiliser les dispositifs dans le but de gagner en expérience. Parmi ces dispositifs, j'ai cité le service civique, il y a aussi le RSMA, Régiment du service militaire adapté, cette spécialité ultramarine, auquel ont participé 42 des jeunes interrogés. Je pourrais parler aussi des chantiers d'insertion qui se déploient parfois dans les villages, les formations de type titre professionnel, comme il peut y en avoir à Maripasoula, le contrat engagement jeune maintenant qui remplace la garantie jeune, et même les actions associatives. Sur la base de ces expériences d'engagement et d'insertion, les jeunes peuvent postuler aux rares emplois locaux ou tenter une nouvelle fois leur chance sur le littoral. Alors pour finir, quelques éléments de perspective.
Des transformations sont en cours concernant les conditions de scolarisation des élèves des communes de l'intérieur. Je ne pense pas forcément à l'ouverture récente du lycée de Saint-Georges-de-l'Oyapock et prochaine de celui de Maripasoula. Pour les élèves des villages, les problématiques de logement, par exemple, seront sensiblement similaires. Elles sont juste déplacées, finalement. Je pense plutôt à la mise en place depuis 4 ans d'un travail auprès des familles et des élèves visant à améliorer la scolarisation du lycée. Mobilisant institutions, préfectures, CTG, CAF, rectorat et associations autour du dispositif de rentrée scolaire, il s'agit d'un travail d'accompagnement dans les démarches administratives, dans l'inscription dans les établissements et dans la construction du lien entre les parents d'élèves et les familles hébergeantes. Sur ce dernier point d'ailleurs, concernant les familles hébergeantes, il y a une prise de conscience de la part de la CTG concernant les dysfonctionnements. Et de fait, il s'avère que la situation s'est relativement améliorée au cours de la précédente année scolaire. Autre élément de perspective, depuis plus d'1 an est expérimenté le dispositif Guyane Connecté, combler les écarts. Porté par le rectorat, il s'agit de classes de 6e installées dans les villages d'Antekumpata, Kayodé et Talouane. Dans chaque classe, une dizaine d'élèves sont connectés en visioconférence à un enseignant basé au collège de Maripasoula. Les élèves sont accompagnés sur place par des assistants pédagogiques. Alors, des classes de 5e devaient ouvrir cette année, mais cela a été reporté à la prochaine rentrée. Donc c'est piloté par le rectorat avec une multiplicité de partenaires et du coup ce dispositif est appelé à être essaimé dans d'autres villages. Il faut enfin noter l'importance de l'action associative au travers notamment de la mise en place de lieux ressources à destination des jeunes, espaces de vie sociale ou points d'information jeunesse par exemple. En postulant de la pérennité de ces démarches, on peut envisager une atténuation du phénomène du décrochage scolaire. Mais est-ce qu'il y aura moins de suicides ? Daniel Langenet, sur la base de ses recherches au Canada, définit le suicide des jeunes comme une pathologie du devenir adulte, une peur du passage à l'âge adulte. Pour les jeunes autochtones de l'intérieur, comment s'envisage ce passage au regard du contexte territorial et des conditions que nous venons d'évoquer ? D'un point de vue professionnel, cette question pose des enjeux en termes d'accompagnement, de reconnaissance et de valorisation. Dans ce processus, la dimension culturelle est centrale, au travers de la question des repères identitaires mobilisables par les jeunes dans la construction et l'affirmation de soi. Ces questions seront à l'ordre du jour d'une démarche de recherche-action que nous allons déployer ces prochains mois autour de la problématique de l'émancipation des jeunes guyanais et guyanaises. Coordonnée par Sébastien Chaplon de l'Université de Guyane, laboratoire Minéa, cette démarche va se structurer autour d'un double chantier. L'un porté par Jocelyn Lachance de l'Université de Pau autour des rites de passage, et l'autre, dont j'aurai la charge, concernant les manières de faire de l'éducation populaire en Guyane aujourd'hui. Vaste sujet, dont nous aurons peut-être l'occasion de reparler ensemble. Merci pour votre écoute et bon suite de colloque. Bon, 22 minutes, on ne va pas couper les chiffres en amont. Une communication sans PowerPoint, ça nous permet de pouvoir prendre beaucoup de notes. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole? Est-ce qu'avec une capsule, on peut envisager de discuter entre nous, non pas des défauts, mais des éléments qui auraient pu être... on se rend bien compte qu'il y a une remarquable enquête qualitative. On ne sait pas bien les traductions auprès de qui il s'est associé pour les réaliser. On n'a pas d'éléments sur le rapport subjectif du chercheur à son territoire. On sait qu'il est allé 14 fois. On ne sait pas pour autant s'il a été sur place. Est-ce qu'il y a des éléments conceptuels qui auraient pu éventuellement relever, reprendre, qui ne sont pas abordés? Un truc qui a trait à la socialisation, les rites de passage. Discuter avec une capsule, c'est assez compliqué. Donc, je ne sais pas si, en fait, on passe de l'autre côté ou si, entre nous, on peut dire qu'au niveau méthodologie, moi, je ne comprends pas qu'ils ne mobilisent pas Durkheim en sociologie. Les travaux sur le suicide, on sait très bien que c'est lié à l'anomie. Qu'on voit bien qu'il y a des problématiques profondes qui sont liées à cette anomie sur le territoire, avec un dérèglement social, la confusion entre les nouvelles règles de la modernité avec l'école et les rituels de solidarité dans la famille, et que tout ça, ça semble pas ou peu mobiliser, ou peut-être que ça l'est, mais c'est vrai qu'à l'oral, on ne sait pas trop. On peut dire qu'on gagne du temps sur la pause café et qu'on avance, mais peut-être qu'il faire remarquer. Puis la notion voilà, de socialisation qui n'est pas abordée. Alors moi, j'avais noté cet élément-là. Ah oui,
Parce que bon, on se rend bien compte qu'il y a des grosses problématiques, mais à aucun moment donné, on parle des fenêtres des établissements. Ceux qui réussissent, ils réussissent grâce à quoi? Parce que focaliser l'étude sur ceux qui sont en décrochage, c'est intéressant, bien sûr, mais ceux qui réussissent alors qu'ils ont les mêmes conditions objectives, qu'est-ce qui fait qu'eux réussissent? Il a mobilisé la notion de power mode, qui est très intéressante, mais qui va être, je ne sais pas, capital social ou économique, la connaissance du réseau, je ne sais pas si ça aurait pu. Parce que la double temporalité, on est comme une école du matin et de l'après-midi, comme à Mayotte, on est sur une similitude, c'est ça? Ouais, sur le premier degré. Ouais. Bon, il ne définit pas le terme d'acculturation, alors on peut. Non, en fait, ce qui passe, alors, il y a plein d'éléments, il y a beaucoup d'éléments, parce que la question de l'acculturation, elle aurait pu être à définir, la question de l'évangélisation, de la francisation, tous ces éléments qui sont intéressants. Euh, voilà, on les a pas.